on dit, il y a des limites à ne pas franchir. Nick Payne, bonjour. Salut, vous deux. Allô? As-tu été aussi surpris que nous là, d'apprendre que on n'a pas vraiment évolué là, dans le dossier des factures impayées à Hydro-Québec? 250 millions de dollars, la facture totale des communautés autochtones. On estime à un peu plus que 50 % la proportion des Autochtones au Québec qui ont une dette envers Hydro-Québec. On a commandé un rapport et le rapport fait plusieurs recommandations. Et l'une d'entre elles, c'est de dire, effacer la dette parce que, voilà, ce serait un geste de réconciliation totale. Bien sûr, le maître mot, toujours réconciliation. C'est une des recommandations. Oui, mais quand tu commences, évidemment, c'est parce qu'à partir du moment où on met celle-là en œuvre, les autres sont un peu secondaires, là, c'est-à-dire qu'on ne paye pas. Puis on efface la dette, on efface le bar bill, comme on dit, dans un autre monde. Je vais dire des choses. Non, je ne suis pas surpris parce qu'on avait eu ce dossier-là sous les yeux là, en 2024. Ouais. Puis, on attendait donc le rapport qui finalement nous amène à pas grand-chose. Je comprends là, que, comme vous le disiez plus tôt, il y a d'autres recommandations, notamment celle de passer par le conseil de bande, faire un seul compteur pour la réserve et puis une seule facture. Puis c'est le conseil de bande qui facture lui-même. C'est une façon de dire, vous vous arrangerez avec votre monde qui ne paye pas. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver? Le conseil de bande va refuser de payer lui aussi, quoi. Puis on va encore effacer, tu sais, là, on finit plus. Je vais dire des choses, là, ce matin, là, que vous n'entendrez pas ailleurs. Quand on parle des Autochtones au Québec et au Canada, on est dans le domaine du tabou avec un grand T et des phrases creuses et des formules et des échappatoires, des fois rhétoriques, intellectuelles et politiques. Premier élément, nous avons créer un système, le système des réserves et de l'assistanat pour les Autochtones, juste parce qu'ils sont autochtones, là, qui reçoivent un chèque et un autre et des prestations. Un système qui infantilise des communautés entières, qui les rend complètement gaga, on leur donne juste ce qu'il faut pour pas avoir trop besoin de travailler et pour pouvoir s'adonner à l'alcoolisme, à la consommation, à toutes sortes de problèmes terribles. Non, mais c'est ça. On entretient des... Mais laisse-moi finir, puis tu me chicaneras. Non, je dis juste que là, ce que tu viens de dire là, certains vont dire, là, t'es juste dans les préjugés, justement, qu'on essaie de défaire depuis des décennies. Je fais un effort pour dire les choses qu'on dit pas. Puis c'est pas, on les entend. Pas tous les Autochtones. Les dit pas, on les a entendus pendant des décennies, Nick. Je les ai vus aussi, là. On les voit. Il faut aller sur les réserves. C'est pas chic, ce qui se passe. Puis, évidemment, c'est pas uniforme. Il y a des communautés où ça va mieux, d'autres où ça va moins bien. Là, je pourrais rentrer dans un paquet de nuances. Ce que je dis, c'est que le système qu'on a créé favorise toute une série de problématiques sociales et sociétales dans ces communautés-là. Donc, tu pointes le système, là. Il faut bien te comprendre. Là, tu pointes absolument. Le système. Là, je pointe le système. Je pense que les effets des pensionnats. Oui, ça vient un peu avec, mais c'est compliqué aussi, les pensionnats. Là. Il n'y a pas juste eu les Autochtones dans des pensionnats. Il faut faire attention. Mais globalement, on entretient une relation qui n'a aucun bon sens avec ces peuples-là parce qu'on essaie de se déculpabiliser de je ne sais quoi, finalement. Là. À la fin, là, ça commence, je trouve, à bien faire. Je trouve qu'on manque un peu de nuance aussi sur l'histoire de la relation entre les Européens et les Autochtones sur ce territoire. Mais je reviens à ça. Donc, mauvais système qui nous mène qui infantilise, vous avez donné le mot tout à l'heure, qui amène à des situations comme ça. Je ne paye pas mon électricité. De toute façon, ils vont finir par effacer ma dette. Deuxième élément qu'on ne nomme jamais, cette affaire, cette idée de ne pas payer son électricité à Hydro-Québec. Je rappelle que dans certaines communautés, là, c'est en moyenne 65 000 $ de dette par personne. Mais ça, c'est les Inuits de Matimécuche, excusez-moi, Lac-John. Oui, puis comme tu le disais plus tôt, Rémi, chez les Cris aussi, on fait ça à hauteur de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 $ par personne. Les Cris avec qui on a signé une entente mirobolante qui les a rendus riches aux as. 70 millions de dollars indexés pendant 50 ans. Bien, certains vont dire que au fond, on n'a pas à payer, tout simplement, parce qu'il y a eu ces préjudices, ça s'est fait sur leur territoire, puis tant pis. Ça veut dire que même si on effacerait... ça devrait être gratuit. Oui, c'est ça. Parce que c'est sur notre territoire. Exactement. Comme s'ils avaient inventé l'électricité, eux aussi. Tu sais, à un moment donné, on peut jouer ce petit jeu-là. Alors, ce que j'allais dire, c'est que ce refus de payer Hydro-Québec en particulier est la marque d'une forme de mépris. Il y a un irrespect, un mépris, un regard très
pas chic sur les Canadiens français. Moi, parce que Hydro-Québec, c'est ça, c'est le pouvoir canadien-français, c'est vraiment l'institution qui le symbolise bien, facilement, rapidement. C'est pas Ottawa, Hydro-Québec. Et pour avoir discuté, je suis allé, moi, dans les réserves. J'ai rencontré des Autochtones dans toutes sortes de classes. Des réserves où ça va mal, des réserves où ça va mieux dans la région de Québec, des gens des fois riches et bien portants. Et il y a un discours commun que j'ai entendu dans tous ces endroits-là, qu'on ne nomme jamais. Il y a Gilles Proulx, autrefois, qui osait aller là un peu, là, mais on a peur de parler de ça. Et ce discours, on me le tenait là, texto, là, je vais vous le dire comme on me le disait, on se moque de vous. Vous êtes mou, vous ne vous tenez pas debout, on n'a pas envie de vous respecter. Ottawa en impose davantage que vous. Vous, là, les Québécois, puis les Canadiens français, puis les francophones, on n'a pas grand-chose à faire de vous. Et moi, je pense que ce comportement-là témoigne un peu de cette relation-là que ces Autochtones-là ont avec les Canadiens français du Québec. Je l'ai vu à de multiples reprises. Je comprends que mon discours ne concorde pas avec celui des grands sauveurs là, qui vont dans les réserves et qui disent on a été méchants. Ben, je suis d'accord qu'il y a quelque chose de très tabou. Puis dès que tu parles de ça, là, ça finit en cabale sur les réseaux sociaux, là, évidemment. Là, ce n'est que ça. Oui. Alors qu'on essaye de réfléchir puis d'essayer de voir, OK, là, on en est où maintenant? Puis oui, il faut se parler. Il y a personne qui dit qu'il ne faut pas se parler, qu'il ne faut pas trouver des solutions. Il y a personne qui dit qu'on n'est pas dans un processus de réconciliation. Mais encore là, parce que, tu sais, dans l'article aujourd'hui dans Radio-Canada, il y a cette chef sortante de la communauté de Wanipi, Irène Poche. Elle dit, elle n'est pas en faveur de ne pas payer, des factures comme ça qui ont été impayées, justement. Elle a dit, les communautés, elle lance la réflexion, ça, on peut en débattre aussi. Elle dit, les communautés qui sont juste à côté des barrages, elle soutiendrait qu'ils devraient avoir l'électricité gratuite, mais elle dit, le reste des gens devraient s'attendre à payer. Elle n'est pas en accord que, finalement, on refile la facture au conseil de bande, puis après ça, arrangez-vous. En gros, utilisez l'électricité comme vous voulez, mais au fond, vous êtes déresponsabilisés, vous envoyez la facture sur le conseil de bande, puis lui, il décidera bien si oui ou non, il décidera de payer. Elle est contre ça, parce qu'elle dit ça va marginaliser un peu ce que tu mentionnais, les peuples autochtones du reste de la population. Donc, mon point, c'est aussi que les voix sont pas nécessairement toutes pareilles non plus dans les communautés autochtones. Non, c'est quand même une exception un peu à la règle, celle-là. Il faut le dire. Puis tu as la moitié des communautés qui payent aussi. Fait que en fait, tu pénalises aussi. Seulement la moitié. Seulement. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cette moitié-là, la perception, tu vois ce que je veux dire, c'est que d'encourager le fait que non, ne payez plus. Il y en a des communautés qui payent leurs factures, tu vois un peu. On les met toutes dans le même panier aussi. En tout cas, des individus. Oui, on les met tous dans le même panier, mais c'est beaucoup la moitié du monde qui ne paye pas. Oui, tu disais, il faut trouver un terrain d'entente. Il n'y en a pas d'entente. Paye ton électricité. À un moment donné, coudon, là, jusqu'où on va aller? Il y a quelque chose d'humiliant pour la majorité là-dedans. Là, je parle du reste des Québécois. Et il y a un lien entre les deux sujets dont vous avez traité ce matin, ça puis l'abattage halal. Ah oui? Oui, le lien, c'est que dans les deux cas, tu as une élite politique qui se moque un peu de la majorité dont elle n'a pas peur et qui se couche devant des minorités qui font peur. C'est le cas ici. C'était le cas dans le cas de l'abattage halal, les rites religieux. Moi, comme membre de la majorité, je veux pas participer à un rite religieux que je considère barbare, mais j'ai même pas le choix. Puis tu veux pas le financer encore plus. C'est ça. Puis là, c'est pareil. J'ai du monde qui vivent sur le même territoire que moi, qui vont avoir l'électricité gratuite. Non, mais pendant que moi je la paye. Je comprends là, la réconciliation. Et là, je sais que j'ai dit des choses qui vont permettre à des gens qui ont effectivement tu vas avoir une belle cabale sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais pourtant, tu as blâmé le système. Je ne comprendrais pas, moi, pourquoi. Honnêtement, là, si vous êtes déjà en train de clipper quoi que ce soit. Non, je ne comprendrais pas parce qu'il blâme le système. Mais non, mais c'est ça qu'il a dit. Il a dit c'est le système qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui se retrouvent dans l'alcoolisme et dans la détresse. Il dit c'est le système. Le système, c'est celui des réserves. C'est ce que j'entends. On entend la même affaire à gauche. On entend la même affaire à gauche. On entend dire que c'est le système qui les rend, qui les met dans cette position-là. Mais tu sais, Nick... évidemment, il faut tout dire. Là, ils ne sont pas très en faveur du fait qu'on abolisse ce système non plus. Hein? Ils s'en plaignent beaucoup. Ça dépend de qui. Mais évidemment, quand on commence à parler s'il fallait qu'on se mette à dire on va retirer des chèques... Là, mais de toute façon, Nick, je ne sais pas de quelle façon on peut en sortir comme collectivité. Toute la nation québécoise, avec tous les gens qui sont présents sur le territoire, y compris les nations autochtones, je ne comprends pas comment on peut avancer
évoluer, progresser si on fait 2 classes de citoyens. Bien, ça prend du leadership politique. Moi, je rêve de quelqu'un qui va dire... je veux pas qu'on déclare la guerre, là, mais qui va dire, OK, là, ça suffit, là, dans le cas, mettons, par exemple, de l'électricité, vous allez payer vos factures. Je comprends que là quand tu es rendu à 65 000 par personne, c'est terminé. Là. Oui, mais à ce moment-là, si la communauté veut gérer ça aussi, tu vois ce que je veux dire, dans le sens que ça pourrait se faire comme ça. Peut-être qu'à ce moment-là... mais on va peut-être pelleter le problème en haut, puis si on ne se fera pas plus payer. Pour ses dettes impayées. Parce qu'à un moment donné, peut-être pour quelqu'un qui a accumulé 60 000... la dette, c'est comme ça que ça marche, les agences de collection. Bon, ben, le conseil de banque va s'en occuper, mais je parle pour la suite des choses. Je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Oui. Mais après ça, exemple, puis même là, si on mettait le scénario que tu élimines toute cette dette-là, ben, demain matin, oui, c'est ça, mais demain matin, c'est pas réglé parce que là, ça veut-tu dire que pour les ad vitam aeternam, tu paieras pas? Je veux dire, c'est quand même un trou dans le budget, là, puis je parle pour les collectivités, pour tout le monde, là, et aussi pour les communautés autochtones. Si dans les coffres de l'État, tu n'envoies pas $250 million, il y a peut-être un problème aussi sur le budget, là. Oui, exactement. Ben oui, mais c'est ça, mais on est riches, nous, les Québécois, on a plein d'argent. Hein? Puis ça, il n'y a pas de problème. Allez, on garoche ça par la fenêtre. 250 millions de dollars, c'est du fric. C'est beaucoup d'argent, là. Oui. Je veux t'entendre sur Elsie Lefebvre. Oui. Donc, une ancienne collègue, il faut parler maintenant au passé. Elle va se présenter pour le Parti québécois. Ça s'officialise, hein? Bon, en tout cas, elle n'a pas nié. Donc, j'ai l'impression que c'est pas mal officiel, là, même si ça va être annoncé au mois d'août, dans une circonscription qui n'est pas encore connue de tous. Apparemment, la rumeur voudrait que ce soit dans la région de Montréal. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette peut-être Marie-Victorin ou des endroits comme ça? Parce qu'à Montréal, là, les terrains favorables au PQ, ça se rapetisse comme peau de chagrin. Hein? C'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon qui va laisser aller Camille Lorrain. Oui, alors que Marie-Victorin est du côté sud. Oui, en tout cas, plus solide. Il y a du bon et du moins bon. Évidemment que c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Pour les péquistes, elle est connue, elle a de la notoriété, ça fait longtemps qu'elle est dans le paysage politique. Elle avait été élue en 2004 dans une partielle dans laquelle Bernard Landry s'était beaucoup impliqué. Hein. C'était après la défaite de 2003 et c'était un exploit parce que c'était dans Laurier-Dorion ou est-ce que ça portait ce nom-là à l'époque? Je pense que oui. Donc, c'est une circonscription qui n'est pas du tout acquise au PQ en général et qui ne l'est plus depuis longtemps. Depuis, là, il y a eu Jerry Sklavounos et d'autres. Maintenant, je pense que c'est Andrés Fantasila de Québec solidaire qui est député là. Et donc, personnalité connue. Et aussi, il faut le dire, une femme. Le Parti québécois a et les souverainistes en particulier ont plus de difficultés à aller chercher les femmes. C'est connu, ça fait longtemps, depuis toujours. Pourquoi? Parce que les femmes, selon toutes les données qu'on a sous les yeux, sont plus réfractaires aux grands changements politiques. Les femmes ont été de droite autrefois, hein? Quand la gauche était révolutionnaire. Aujourd'hui, la gauche, c'est le système, c'est la conformité. Donc, les femmes sont davantage à gauche. Il y a une logique dans ça. Alors, aller chercher une femme qui est clairement indépendantiste, c'est toujours une bonne nouvelle pour le Parti québécois. Le moins bon côté des choses, c'est que ça confirme, ça campe à nouveau le PQ au centre-gauche. Jusqu'à maintenant, à part l'homme de centre-droit, Alex Boissonneau, le Parti québécois peine à ratisser large sur l'axe gauche-droite. Et pour un parti qui veut rassembler derrière le oui un jour, c'est un problème. Mais t'as le chef qui est quand même qui incarne quelque chose, là. Tu peux pas l'exclure. Il incarne le centre-gauche. Et tu penses pas un centre-gauche danois, tu as entendu parler d'identité puis de réduire les impôts des pour PME? Pour la gauche, il est à l'extrême droite, mais pour la moyenne du monde qui n'a rien à faire de ces choses-là, ça reste un social-démocrate, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il va le dire lui-même, d'ailleurs. C'est pas Éric Duhem, on est bien loin de ça. Je veux dire, sur le vote féminin, justement, tu penses pas que c'est un plus dans la mesure où Christine Fréchette joue beaucoup cette carte-là? Beaucoup de femmes, absolument. Elle joue vraiment la carte de la femme, puis là, je suis deuxième fois la première femme première ministre, mais puis c'est ça, elle joue beaucoup sur ce terrain-là, donc de voir le Parti québécois qui attire aussi ses candidatures, une candidature comme Elsie Lefebvre, ça peut aussi jouer sur ce terrain-là. C'est pas la seule, il y a plein d'autres femmes là, qui sont allées au PQ, qui ont été nommées, mais moins connues qu'elle, là, des femmes de calibre, alors oui, puis c'est vrai que la CAQ joue beaucoup ça en ce moment, donc le petit rattrapage du côté du PQ là-dessus. Merci Nick Payne. Salut. À demain.